Bonsoir. En prélude à la conférence organisée par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques en collaboration avec la CAS, qui se tiendra à Tunis le 12 mai 2022, dont le thème principal est quelle architecture sécuritaire euro-méditerranéenne face à l'invasion russe en Ukraine. Nous recevons sur le plateau de RLF TV l'amiral Pascal Hausseur, directeur de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes ici pour discuter de différents sujets tels que les dernières élections présidentielles en France, la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis du bassin méditerranéen et également les conséquences de la guerre en Ukraine sur le bassin méditerranéen. Et nous allons finir avec l'Atlas, ce livre que je tiens en main. Nous allons le décrypter tout à l'heure. Mais bien avant, je serai ravi, et mes téléspectateurs également, nous serons ravis de faire mieux connaissance avec M. Pascal. Oui, écoutez, donc moi je m'appelle Pascal Hausseur, je suis un ancien officier de marine de la marine française et j'ai passé presque 40 ans dans la marine, la moitié de mon temps sur les bateaux de surface. Donc j'ai été sur quasiment toutes les mers du globe et la moitié de mon temps dans ce qu'on appelle dans les états-majors à Paris, dans ce qu'on appelle le politico-militaire, c'est-à-dire l'interface entre le militaire et le politique. Et depuis 2018, je suis directeur général d'un institut qui est un think tank, un institut de réflexion stratégique qui est basé à Toulon, qui s'appelle la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, la FMES, qui est basée à Toulon, qui est basée à Toulon, comme je l'ai dit, et qui a été créée en 1990. D'accord. Et en 1990, pour s'occuper des problèmes du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Et à cette époque, on était dans une logique très optimiste, qu'on appelait la fin de l'histoire. C'était la fin un tournant dans l'histoire de l'humanité, où finalement, on avait enfin trouvé la façon de faire en sorte que le monde vive en paix. Et en gros, c'était le commerce. On allait faire du commerce. Et la FMES a été créée à cette époque pour essayer de faciliter les liens intellectuels, culturels, entre militaires et commerciaux, économiques, entre les deux rives de la Méditerranée, en espérant que tout ça allait favoriser une plus grande synergie, une plus grande homogénéité, et donc une vie meilleure pour tout le monde. Ça n'a pas très bien marché. Ah, d'accord, ça n'a pas très bien marché. Eh bien, c'est sur ce thème, ça n'a pas très bien marché, qu'on va certainement aborder les présidentielles en France, puisque aujourd'hui, le premier partenaire, on pourrait dire, de l'autre côté des deux rives, un peu plus au nord du bassin méditerranéen, c'est la France. Alors, dites-nous, il n'y a pas si longtemps, le président Emmanuel Macron a été élu avec 58,54% des voix au second tour. Et plusieurs dirigeants internationaux ont salué sa reconduction pour les 5 années supplémentaires à l'Élysée. Parmi ces dirigeants, il y a effectivement des présidents du bassin méditerranéen. Et donc, on aimerait savoir, quelle analyse faites-vous de cette élection-là? Alors, moi, je ne vais pas faire de politique. C'est pas du tout mon positionnement et mon propos aujourd'hui. Ce que je vois, c'est que tous les responsables politiques, dans le monde entier d'ailleurs, pas seulement en Méditerranée, mais dans le monde entier, tous les responsables politiques sont confrontés au même problème, c'est ça n'a pas marché. C'est-à-dire cette idée que l'économie, en organisant l'économie mondiale, on allait régler tous les problèmes. Non, l'expérience montre que ce n'est pas le cas, que l'économie mondiale, même quand elle se globalise, elle crée des tensions, elle n'homogénéise pas tout le monde, et peut-être que c'est d'ailleurs très bien comme ça.
mais en même temps, elle crée des tensions et qu'on n'a pas réglé tous les problèmes quand on a réglé les problèmes de l'économie. Et donc, le président Macron et tous les gens qui sont au pouvoir et tous ceux qui se présentent aux élections sont confrontés à un monde qui est de plus en plus en fragmentation. Alors qu'on pensait qu'on serait dans un monde qui irait en convergence vers un seul modèle, eh ben on a un monde qui se fragmente. En soi, c'est ni bien ni mal, Mm. parce qu'on peut très bien vivre dans un monde très polarisé et finalement assez harmonieux. Mm. Mais comme c'est pas le monde qu'on avait prévu, les gens sont un peu perdus et ça crée des tensions. D'accord, Et les tensions, je crois on les ressent tous. justement. Et donc on peut en parler si vous voulez. Mais donc je pense que c'est problématique dans lequel il y a de l'économie, de l'inégalité sociale, des tensions identitaires, des tensions environnementales. Tout ça converge sur le fait que le monde n'est pas celui qu'on avait prévu. Et là, vous êtes je peux dire de plein pied dans le sujet de la politique du président Emmanuel Macron sur le bassin de la Méditerranée. Et à cet effet, plusieurs actions ont été menées lors de son premier quinquennat pour resserrer les liens de la coopération entre la France et le bassin de la Méditerranée, allant jusqu'à nommer Karim Amelal, franco-algérien, ambassadeur pour la Méditerranée. Et au troisième jour de la visite du président à Marseille, le 3 septembre 2021, il a annoncé une série d'initiatives pour l'environnement, dont l'extension des aires fortement protégées en Méditerranée. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de ces actions? Je pense que pour ce qui est de sa responsabilité propre, c'est-à-dire que qu'est-ce que fait la France dans la zone maritime qui est la sienne, là pour le coup, il a fait ce qu'il pouvait faire parce qu'on a maintenant quasiment le plus grand domaine de zone maritime protégée, il est français. Vous savez que la France s'interdit, par exemple, de prospecter pour voir s'il y a du gaz dans les eaux françaises, pour ne pas polluer. Parce qu'on sait que le gaz et le pétrole, ça crée du gaz à effet de serre, ça va réchauffer encore plus la planète, et ça sera une très mauvaise nouvelle pour beaucoup d'habitants de la planète. Donc la France a renoncé à aller voir s'il y en avait, pour vous dire, hein, dans ces eaux. Donc je pense que de ce côté-là, il a fait le job, si je peux dire. Mm. Mais le vrai problème, c'est que la France toute seule, elle peut peu. C'est un travail collectif. Il faut que tous les gouvernants assument des responsabilités qui sont compliquées. Moi, je pense que, si vous me demandez, enfin, c'est un avis vraiment très personnel, mais je suis confiant dans la capacité de chaque citoyen, qu'il soit marocain, Ouais. algérien, Ouais. tunisien, français, italien, Mhm. burkinabé, ivoirien, d'essayer, s'il fait cet effort et s'il accepte de réfléchir, d'essayer de comprendre ce qui se passe et de proposer lui-même des solutions. Quand tous les gens, une grosse partie d'une communauté dans un pays décide de changer son comportement, d'aller de faire des choix simples mais complets, là ça a un impact. Mm. Ça a un impact. Donc je pense qu'en clair, c'est pas simplement en disant il faut que tous ensemble, les décideurs de la rive nord et les décideurs de la rive sud, on fasse plus de coopération. C'est évidemment très bien, mais ça suffit pas. En final, il faut qu'il y ait des entrepreneurs de la rive sud, des entrepreneurs de la rive nord, il faut qu'il y ait des citoyens de la rive sud, des citoyens de la rive nord, des jeunes qui organisent des choses, prennent des initiatives, un peu comme vous le faites dans cette radio, après tout, hein, et fassent avancer à leur niveau les affaires concrètes. Les choses viennent souvent par le bas. Et le boulot d'un think tank, c'est pour ça que moi c'est en quelque sorte mon nouveau métier, c'est d'essayer de donner aux citoyens les clés de compréhension du monde dans lequel on est. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, l'invasion russe a ravivé l'intérêt public de la sécurité mondiale, européenne aussi, et sur son flanc est. Cependant, le conflit enlisé est, est susceptible d'avoir des ramifications géopolitiques à long terme dans la vision sud de l'Europe. Ici, la ligne stratégique de la Russie dans la guerre actuelle contre l'Ukraine ne s'arrête pas qu'en mer Noire.
on l'observe aujourd'hui elle arrivera peut-être jusqu'à à la Méditerranée. Alors, dites-nous, quel regard portez-vous sur cette crise ukrainienne vis-à-vis de la Méditerranée? Bon, alors là, vous avez parfaitement raison. Il y a énormément d'impacts. D'abord, il y a des impacts tout bêtes liés au fait que l'Ukraine et la Russie sont des gros fournisseurs de céréales. Donc déjà, il y aura moins de céréales. Il y a quand même beaucoup de pays pour qui c'est un vrai problème. Ils fournissent beaucoup d'engrais, donc il n'y aura pas simplement moins de céréales, il y aura aussi moins de matières nourricières. Et ils fournissent, la Russie, beaucoup d'hydrocarbures. Et donc il y aura moins d'hydrocarbures, donc les hydrocarbures vont coûter plus cher, puisque ce qui est rare est cher, et donc on va payer tous beaucoup plus cher l'énergie. Donc tout ça, c'est des mauvaises nouvelles déjà, hein, pour des pays qui souvent ne sont pas toujours en bonne santé. C'est vrai dans le sud de la Méditerranée, mais c'est aussi vrai dans le nord de la Méditerranée, où finalement, de moins en moins, on se rend bien compte que la situation économique est de moins en moins facile, ce qui est d'ailleurs pas surprenant, puisque on était un peu dans une espèce de bulle, Hmm. où on vivait un peu à crédit, Ouais. et cette bulle est en train d'exploser. Donc D'accord. ça, c'est le premier point. Mais Oui. j'ai pas fini. Mhm. Bien sûr que la Russie, de M. Poutine, hein, c'est pas la Russie en tant que Russie, mais M. Poutine est rentré dans une situation de conflit avec l'Ukraine, mais et derrière ça, de conflit, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, avec l'Occident, avec l'Europe, les États-Unis. Et ce conflit, il peut être amené à le mener de mille façons différentes, et notamment sur les médias, sur les réseaux sociaux. Et à mon avis, je ne serais pas très surpris qu'il y ait de plus en plus d'agressivité sur les réseaux sociaux en Afrique du Nord, même en Afrique subsaharienne, à l'encontre des Européens et des Français. Et derrière, il y aura très probablement, comme ça l'est déjà pour beaucoup, des organisations, des instituts, des officines qui seront payées par le gouvernement russe, ça, je pense. D'accord. Alors, vous avez dépeint un tableau concernant cette crise-là. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences immédiates et également à court et long terme que cette crise peut avoir sur le bassin de la Méditerranée? Ben, je pense qu'on va avoir, à moins à court terme, en tout cas à moyen terme, plus de tensions. Parce que les économies vont pas aller mieux, il va y avoir de l'inflation, il va y avoir de la récession, il va y avoir des problèmes alimentaires. Si vous rajoutez un peu de le réchauffement climatique, je dis un peu, c'est pas du tout le bon mot, le réchauffement climatique qui est déjà sensible, il va y avoir des zones dans lesquelles il va y avoir moins de récoltes, il va y avoir des problèmes de nutrition. Euh, la guerre appelle la guerre, la violence appelle la violence. Donc cette violence très forte qu'on voit en Ukraine, elle aura des ramifications. On l'a bien vu en Syrie, hein, on l'a vu en Irak d'ailleurs. Hein, et donc pour dire que il n'y a pas que la guerre d'Ukraine qui pose des problèmes, mais ces tensions, elles vont augmenter. Donc moi, je pense que dans cette région, on va avoir plus de tensions. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on ait aussi plus de discussions, plus de réflexions, pour essayer de mieux comprendre comment ça se passe, pourquoi on est comme ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Parce que si on est là simplement à chercher c'est la faute à qui, et à vouloir se venger, alors c'est une spirale qu'on connaît dans l'humanité. Hein. Hmm. On sait que ça mène généralement pas dans la bonne direction. Alors, l'Institut, cette fondation-là œuvre chaque jour pour proposer de nouveaux projets en phase avec le niveau d'excellence que vous souhaitez d'ailleurs et que vous offrez à votre réseau, afin de fournir à tous les clés d'une meilleure compréhension de ce monde en constante évolution. En tant que laboratoire d'idées, vous vous donnez pour mission de structurer, d'accompagner le débat public grâce à son expertise et voilà, vous nous avez donné plusieurs solutions ce soir. Cet institut prône un échange intellectuel libre, multiple, pluriel entre sphère privée et publique et vos interactions interagissent dans tout le monde, dans différents types de monde et permet
de proposer une réflexion stratégique, originale et globale sur les enjeux de sécurité, de défense des pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Également, afin de permettre à tous de mieux décrypter la pluralité de ces enjeux, la sécurité militaire, mais aussi les énergétiques, économiques, informationnelles, industrielles et alimentaires. Ce sont vos valeurs. Alors, partant de ces valeurs, vous avez sorti en début d'année un atlas. Ce document que je tiens en main et que je présente d'ailleurs à nos téléspectateurs, il s'agit de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, un document de près de 280 pages. Alors, dites-nous, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à sortir cet atlas? Eh ben, c'est l'illustration concrète de ce que j'ai essayé de dire là, depuis le début de notre échange. Oui. C'est-à-dire, je pense que tous les citoyens, qu'ils soient experts ou pas, qu'ils soient journalistes, étudiants ou simplement citoyens, ayant une activité qui n'a rien à voir avec la géopolitique ou avec la géostratégie, d'abord, un, a le droit de comprendre le monde, parce que l'évolution du monde, finalement, a un impact sur sa vie de tous les jours. C'est peut-être pas toujours évident, mais en fait, ça l'est. Deux, a les moyens de le comprendre. L'intelligence, c'est quelque chose de très partagé. On est tous égaux face à la capacité de comprendre. Et donc, nous, à la FMES, on essaye d'expliquer les choses simplement. Donc, quand on parle d'armée, de puissance militaire, de rapport de force, ça peut sembler très vite, oulala, très compliqué. Oui. Donc, on a fait un atlas qui essaye d'expliquer simplement quels sont les intérêts vus de notre place. On peut se tromper aussi, hein, mais enfin, on essaye de donner au moins notre point de vue. Quels sont les intérêts des pays, des différents pays de toute cette région? Quelles sont leurs forces militaires, politiques, économiques? Quelles sont leurs faiblesses? Vers quoi vont-ils? On a l'impression, en tout cas, vers quoi vont-ils, semble-t-il aller? Et puis, et donner des clés qui permettent de comprendre. Voilà, donc c'est pour ça que cet atlas, il est gratuit, il est téléchargeable sur notre site, gratuitement. Il a une version française, et il y a une version anglaise qui vient de sortir. C'est un très gros travail, hein. On aurait très bien pu le vendre, mais on a décidé de le mettre en libre service pour que chacun puisse se faire une opinion. Une fois encore, on ne prétend pas qu'il n'y a pas d'erreur, il peut y avoir des analyses différentes, les gens peuvent ne pas être d'accord complètement avec tout ce qu'on a écrit, c'est tout à fait acceptable. On est prêt à recevoir des commentaires, on sera ravis de les prendre en compte. Mais au moins, on donne la possibilité à ceux qui veulent le faire de s'informer pour mieux comprendre ce qui se passe, et puis après, de prendre des décisions en tant que citoyen, en tant qu'acteur économique ou social, qui semble le plus adapté. D'accord. Alors, vous avez donné les grandes lignes de cet atlas. Est-ce que vous pouvez également nous donner les clés? Ces clés qui sont à l'intérieur et qui permettront aux citoyens lambda de comprendre la mouvance géopolitique. Je pense que le premier mot qui me vient à l'esprit quand on veut comprendre le monde dans lequel on va, c'est le mot de fragmentation. Je pense que chacun d'entre nous, on le vit un peu même dans nos sociétés. Vous savez, Internet qui finalement isole les gens, les familles qui ne se voient plus, la mobilité aussi, on bouge de plus en plus facilement, du coup on se sépare, etc. Donc les familles se fragmentent, les sociétés se fragmentent, et les communautés internationales se fragmentent. Voilà. Donc c'est un mot très fort, et je pense que ça caractérise bien le monde dans lequel on vit. Bon, en soi, ça peut pas être dramatique, enfin il y a quand même pas mal d'inconvénients. Donc il faut qu'on réfléchisse à ça en disant comment est-ce qu'on peut, dans un monde qui se fragmente, créer de l'harmonie entre cette fragmentation. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire comme impact? Donc, typiquement, au niveau géopolitique, donc là, j'ai parlé des familles, et maintenant je monte au niveau des États.
Et bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit des États qui s'émancipent en quelque sorte, qui vivent, qui défendent leur intérêt Mhm. unique, qui cherchent plus à voir l'intérêt collectif, qui sont plus dans leur intérêt personnel, et quelquefois en opposition avec d'autres. Donc ça fait des rapports de force, Oui. et on voit des guerres qu'on ne pensait plus revoir en fait. Hein. On a des guerres civiles, il y a toujours eu, parce que la violence, elle est intrinsèque à l'être humain, malheureusement. On le sait tous, en fait, parce qu'on a de la violence tous au fond de nous. Oui. Mais au niveau des États, depuis au moins 70 ans, on avait tenté progressivement de dire on essaye d'éviter que les États se fassent la guerre, parce que ça peut vite dégénérer, parce que bon, essayons de ne pas le faire. Et puis on voit que ça revient. En tout Mhm. cas, que les risques de guerre interétatiques, et notamment de grosses puissances, reviennent. Et là, ça peut avoir des conséquences très importantes. Donc, la clé principale, c'est la clé de fragmentation. Et la deuxième clé, je pense, c'est cette information généralisée dans le monde qui fait que des tas de gens vous informent et vous ne les connaissez même pas. Et donc, vous pouvez vous faire manipuler très facilement. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que je pense que l'être humain, le Homo sapiens, depuis des milliers, des centaines de milliers d'années, était plutôt à chaque génération un peu plus intelligent parce qu'il apprenait, et il apprenait de ses ancêtres, et puis après il apprenait de ses voisins, et puis on échangeait. Et pour la première fois, il paraît que le coefficient, le QI, le coefficient intellectuel, qu'on mesure depuis pas très longtemps, depuis une petite centaine d'années, est en train de baisser. Et je pense que c'est lié au fait qu'on est tellement submergé d'informations Mhm. qu'on n'a plus le temps de réfléchir. Justement. Et je pense que c'est dangereux, parce que quand on réfléchit plus, on fait des bêtises. On laisse parler ses émotions plutôt que laisser parler son cerveau. Et donc, je pense, deuxième clé de compréhension, Ouais. il faut, parce que c'est tout récent en fait, tout ça c'est les réseaux sociaux, c'est Internet. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas ça. Mhm. Vous êtes plus jeune que moi, donc vous Ouais. avez quasiment connu ça Ouais. tout le temps. Mais c'est tout à fait nouveau. Et ça crée des mouvements de violence quelquefois, d'irrationalité très forte. Et ça, il y a un vrai danger. Deuxième clé, revenir à la raison, D'accord. prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de discuter avec les gens qui sont plus vieux, avec des gens qui ne pensent pas nécessairement comme vous, avec des Mhm. gens d'autres milieux, et Oui. essayer de mieux comprendre comment régler les problèmes. D'accord. Alors, pensez-vous que cet atlas stratégique a le remède de la tension qui existe actuellement entre l'Algérie et le Maroc? Non, c'est pas un remède, vous avez raison, on évoque cette tension dans cet atlas. On évoque cette tension, notamment pour le Sahara occidental, qui est, euh, un vieux débat entre les deux pays et qui a tendance aujourd'hui à se cristalliser, Mhm. fort de tout ce que j'ai dit. En fait, c'est une Justement. illustration de plus de tout ce Ouais. que j'ai dit depuis le Mhm. début de cet entretien. Eh bien, on en parle, on essaie d'expliquer pourquoi il nous semble que cette tension est particulièrement élevée actuellement et Ouais. pourrait dégénérer. Mhm. Quels seraient les scénarios possibles, militaires? Voilà, et on met simplement le sujet sur la table parce que on pense que quand il y a un problème, il vaut mieux en parler. Ouais. C'est pas la peine de le mettre sous la table et de penser à autre chose, ça ne va pas régler le problème. Donc il vaut mieux mettre le problème sur la table de façon la plus objective possible, en parler, prendre conscience des risques et peut-être après trouver des solutions euh, de bonne volonté, même si aucune solution parfaite n'existe et donc il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents en disant on aurait pu avoir plus, on s'est fait rouler. Et, et- et- mais je pense que c'est la vie, ça. On le sait tous, c'est comme ça que ça marche, même dans la vie quotidienne. Et on sait tous aussi que si on ne fait pas de temps en temps un petit effort pour dire, bon, ok, on accepte tel compromis, pas parfait, mais parce qu'au moins ça calme le jeu, ça nous permet de continuer à vivre. Le mieux, c'est la moins mauvaise des solutions. Si on D'accord. ne fait pas cet effort-là, eh ben, on va dans la mauvaise direction. Mhm. Et je pense que c'est un enjeu actuellement, y compris en géopolitique, dans le monde d'aujourd'hui. D'accord. Alors, je, je pense que les téléspectateurs ont été instruits dans, à travers ces échanges. Et alors, monsieur Pascal, votre visite en Tunisie est de deux ressorts quand même. C'est-à-dire donner votre point de vue, participer à ces débats d'échange, mais plus essayer d'orienter et
de prévenir sur les tensions à venir. L'Atlas est là. Nous avons été heureux d'être les, je peux dire, les premiers à l'avoir. Nous vous disons merci pour cela. Mais est-ce que vous avez une alternative directe pour que nos téléspectateurs, le citoyen lambda dont vous parliez précédemment, puissent être en contact permanent avec votre institut? Oui, alors Internet n'a pas que des inconvénients, même si vous avez compris qu'il faut s'en méfier, mais il faut aussi savoir tirer de l'information. Vous allez sur le site de la FMES, Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter. On a une newsletter gratuite, hein, bien sûr. Bon, on fait cet effort parce que je pense que c'est important que chacun puisse avoir des informations. Dans cette newsletter, pour ceux une fois par mois, il y a des articles. La plupart sont en français. Enfin, ils sont tous en français. Certains sont traduits en anglais. Des podcasts, des vidéos sur une chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger les articles, télécharger la classe stratégique. Et puis vous pouvez commenter et donner votre avis, parce que c'est très important aussi d'avoir des éclairages différents et de pouvoir comprendre d'autres points de vue. C'est le principe d'un think tank, hein, c'est de discuter. Et pour discuter, on ne discute pas bien quand on est tout seul, il faut discuter avec d'autres, et si possible d'autres un peu différents, qui ont des visions différentes, des perspectives différentes, une histoire différente, et qui ont des choses à dire. Et parce que c'est vraiment l'histoire de l'humanité finalement. Collectivement, on résout mieux les problèmes quand on est plusieurs cerveaux et à essayer de traiter le même problème. Et pour ça, il faut prendre le temps de le faire. Donc ça veut dire que de temps en temps, il faut se libérer un peu de temps, accepter d'écouter un podcast jusqu'au bout, accepter de lire un papier pour bien comprendre un problème. Et c'est la meilleure façon de régler les problèmes. D'accord. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Monsieur Pascal, nous allons vous donner l'opportunité de conclure, de donner votre mot de fin. Écoutez, moi je suis ravi d'avoir passé ce temps avec vous, d'avoir échangé sur une radio francophone qui s'adresse notamment au public de ce grand continent qu'est l'Afrique, qui est lui aussi en fragmentation, hein, avec une diversité, avec des flux, avec des tensions qui croissent. Je pense que les problèmes en Afrique sont finalement très proches des problèmes de partout dans le monde, avec chacun des spécificités. Mais finalement, les clés de compréhension, les recettes que j'ai essayé d'expliquer et de développer à ma façon ici, aujourd'hui, eh ben, elles sont valables pour tout le monde. C'est des recettes en fait vieilles comme l'être humain. Prenons le temps de réfléchir, prenons le temps de débattre, ne laissons pas trop parler nos pulsions et nos instincts. Essayons de contrôler la violence qui est en nous et essayons de trouver des solutions la plus rationnelles possible pour le bien collectif. Parce que si on arrive à régler les problèmes collectivement, et ben, au final, en individuel, on trouvera ça sera bon pour nous aussi. Voilà ce que je voudrais dire pour conclure. Merci beaucoup de votre accueil et de votre écoute. Merci à vous également. Très chers téléspectateurs, nous sommes, comme je l'ai dit, à la fin de notre émission. À la réalisation, il y avait M. Dobé Aboubakar. Je suis Jean Bedel Niabli, votre humble présentateur. Bonsoir chez vous. Portez-vous bien.